Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 44. Nous sommes le jeudi, je ne sais même plus quelle date nous sommes, le jeudi 12 janvier 2017, il est 15 h et de 15 h à 16 h, je vais répondre aux questions des membres plus qui sont donc inscrits sur le site formationinformatiqueaveccédric.fr. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit pour devenir membre gratuit, ce qui vous permettra d'accéder à beaucoup de vidéos que je vous offre, plus de 100 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas, il y a beaucoup de vidéos qui concernent les débutants. Donc voilà, inscrivez-vous, formationinformatiqueaveccédric.fr. Vous vous rendrez sur l'accueil du site. À partir de l'accueil du site, vous allez trouver un formulaire dans un bandeau bleu. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui je veux m'inscrire et à partir de là, eh bien, vous serez pré-inscrit comme membre gratuit. Vous allez recevoir un mail. Dans ce mail, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien qui est dans ce mail et à partir de là, eh bien, vous serez inscrit comme membre gratuit. Voilà. Allez, on va pouvoir démarrer. Je vais voir s'il y a déjà les premières questions et puis après, eh bien, je répondrai à d'autres questions s'il n'y a pas de questions ici. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents dans ce Demande à Cédric numéro 44 et on va pouvoir commencer. Alors, bonjour Sébastien, bonjour Bernadette, bonjour Janine, bonjour Lucien, bonjour Roger. Alors, bon matin Cédric, concernant la mise à jour de mon frère d'hier, il a résolu le problème avec Complete Internet Repair, merci infiniment. Eh bien c'est formidable Roger, je suis content que ce logiciel ait pu résoudre le problème, d'autant que ça a été certainement la solution la plus simple puisque télécharger ce logiciel et le lancer, c'est bien que tout ait pu rentrer dans l'ordre. Merci pour votre retour Roger, et je suis content que votre frère ait pu solutionner son problème grâce à ça. Alors n'hésitez pas à poser des questions voilà, dans les formulaires prévus à cet effet, ici, juste là. Et en attendant, eh bien, je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées directement depuis YouTube. Alors c'est très rare que je fasse ça, hein. Habituellement je réponds aux questions des membres plus, mais voilà, je me suis dit que pour faire passer un petit peu le temps, je pouvais répondre à 2-3 questions qui m'avaient été posées sur YouTube. Donc si vous regardez la transmission, vous pouvez poser vos questions en dessous et par chance, eh bien peut-être que votre question sera sélectionnée et j'y répondrai. Voilà, donc en général, j'ai pas beaucoup de temps pour répondre à ces questions-là, mais voilà, plus on avance dans les demandes à Cédric et plus il y a du temps disponible. Alors, voilà une question que j'ai reçue donc sur YouTube qui disait « Je voudrais installer Microsoft Office Word 2007 gratuitement, si cela est possible ». Alors, eh bien non, ce n'est pas possible d'installer Word 2007 gratuitement puisque c'est un logiciel payant. Donc ce n'est pas possible. Soit vous le trouvez en version pirate quelque part, ce que je ne vous incite pas du tout à faire puisque les versions pirates sont souvent des versions qui contiennent des virus. Vous avez l'impression, j'ai un client qui avait voulu télécharger PowerPoint, il avait fait télécharger PowerPoint gratuit. Il a essayé d'installer le logiciel qui lui avait été proposé et eh bien, il s'est retrouvé infecté. Il a fallu qu'il fasse appel à moi. Et donc, le prix de la prestation lui a coûté le prix d'un pack Office. Donc, il aurait mieux valu qu'il prenne un pack Office et qu'il achète directement Word. Voilà, donc tout ça pour dire que non, Word, vous ne le trouverez pas gratuitement. Faites attention si vous tentez de le télécharger. Je ne vais pas taper les mots Word, gratuit, mais vous risquez d'avoir des soucis. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est deux choses. Soit vous pouvez télécharger soit LibreOffice, soit OpenOffice. Ce sont deux suites logicielles qui vous permettent eh bien, d'avoir un ensemble de logiciels comme l'équivalent de Word, donc un traitement de texte, l'équivalent d'Excel, donc un tableur, l'équivalent de PowerPoint, donc un logiciel de présentation, et donc vous pouvez le faire avec ces deux logiciels gratuits. Ça s'appelle soit LibreOffice, soit OpenOffice. Vous vous rendez sur Google, vous cherchez LibreOffice ou OpenOffice et ça vous permettra de les avoir eux par contre gratuitement. Il y a un petit peu moins de fonctionnalités et moi je préfère Word évidemment, mais voilà. Et sinon ce que vous pouvez faire, il existe aussi une version de Word, d'Excel en ligne, ça s'appelle, je sais plus exactement, Word en ligne, je ne sais plus, on va sûrement le retrouver facilement, enfin en tout cas j'espère. Alors là vous pourrez vous connecter grâce à un compte Microsoft. Est-ce que ça s'appelle Office Live? On va regarder ça.
Voilà, se connecter avec un compte Microsoft. Donc ça s'appelle, voilà, c'est ça, c'est office.live.com. Et à partir de là, donc se connecter avec un compte Microsoft, se connecter à un... Donc là, vous êtes obligé de vous connecter avec un compte Microsoft. Et une fois que vous êtes connecté avec votre compte Microsoft, eh bien, vous allez pouvoir avoir accès à Word Online. Donc vous pouvez partir soit d'un document vierge, soit d'un document qui est déjà existant. Vous voyez, comme c'est présenté ici. Et ça vous permettra, eh bien, d'avoir l'équivalent de Word, mais en ligne. Et les choses s'enregistreront directement dans votre Drive ou éventuellement, si vous le souhaitez, sur votre ordinateur. Voilà, donc ça s'appelle Word Online. Vous avez un peu moins de fonctionnalités, mais malgré tout, pour faire du traitement de texte de base, c'est largement suffisant. Vous retrouvez donc un certain nombre de fonctions en haut. On n'est pas là pour faire un cours sur Word, mais en tout cas, voilà, vous avez cette possibilité-là si vous voulez vraiment utiliser les produits de Microsoft et les produits de Word. Voilà une première réponse à une des questions qui m'a été posée. Je vais regarder s'il y a d'autres questions, et s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien je vais continuer de répondre à ce type de questions directement. Posez vos questions en commentaire sous cette vidéo, et peut-être eh bien que je sélectionnerai votre question si elle me paraît pertinente pour la communauté que je représente. Voilà, en tout cas, pour les personnes présentes, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est pas parce que je vais répondre à ces questions-là que vous ne pouvez pas poser les vôtres. Évidemment, on est là pour vous. Je suis là pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, eh bien, je vais continuer de répondre aux questions qui me sont posées. Alors, une autre question. Quel logiciel utilises-tu pour filmer ton écran de PC ? Alors ça, c'est une question qui revient relativement souvent. Les gens se posent la question, ils aimeraient bien faire, peut-être comme moi ou trouver leur propre style. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs choses que j'utilise pour filmer mon écran. La première chose que j'utilise, c'est Camtasia Studio. Donc là, je ne vais pas pouvoir le lancer parce que j'ai lancé un enregistrement avec, mais c'est TechSmith, la société TechSmith qui fait ça. Donc c'est un logiciel qui n'est pas gratuit. Vous avez néanmoins 30 jours d'essai si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous montrer TechSmith. Donc ça, c'est pour tout ce qui est enregistrement, on va dire enregistrement derrière l'écran. Quand voilà, c'est ici, en savoir plus, Camtasia Studio. Donc là, vous avez une offre d'essai pendant 30 jours si vous voulez essayer. Et après, eh bien, ça vous permet à la fois d'enregistrer votre écran grâce à un logiciel qui vous permet donc de faire la session d'enregistrement. Et une fois que la session d'enregistrement est terminée, eh bien, vous avez la possibilité de faire un montage avec un logiciel qui est fourni, qui s'appelle donc Camtasia Studio, et celui qui enregistre c'est Camtasia Recorder, et à partir de là, eh bien, ça vous permet de faire des présentations un petit peu avancées, où vous pouvez rajouter un rond jaune sous votre souris, où vous pouvez rajouter, quand vous cliquez, ça fait des petites animations, rajouter des transitions, rajouter un certain nombre de choses. Donc il me semble que le logiciel vaut aux alentours de 300 €, non? C'est beaucoup moins cher. Achetez Camtasia pour votre PC et votre Mac, créez un... utilisateur unique, 185 €. Moi je l'avais payé 300 € quand je l'avais acheté, donc c'est bien. Ils ont baissé leurs tarifs, donc voilà, pour 185 €, vous avez la possibilité d'enregistrer votre ordinateur et c'est vraiment un bon logiciel. Après, il y a l'équivalent de ce logiciel, c'est Alexandra qui nous en avait parlé, ça s'appelle Active Presenter. Alors je ne sais pas si on va le trouver facilement, je pense que oui. Et pareil, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer son écran. Celui-ci est gratuit. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de fonctionnalités, peut-être qu'il y a des fonctionnalités différentes, je ne l'ai pas encore honnêtement utilisé puisque comme j'ai celui-ci tout va bien, mais voilà, ça vous permet de faire des présentations, d'enregistrer des présentations. Vous avez aussi un logiciel de montage qui est intégré et voilà, c'est un très bon logiciel. Il y a beaucoup de personnes là sur le forum qui l'utilisent par son côté gratuit et voilà. Ensuite, sinon, comment je fais quand je fais des vidéos derrière l'écran, c'est-à-dire comment ça se passe quand je fais que je suis derrière? Tout simplement, j'utilise mon smartphone, c'est un LG G4, c'est un très très bon téléphone. Il a une particularité importante, c'est que la caméra frontale est de très bonne qualité, c'est-à-dire que ça me permet de me regarder en même temps que je m'enregistre, plutôt que voilà que la caméra soit d'un côté et que l'image soit de l'autre. C'est-à-dire que quand vous vous filmez, vous pouvez pas voir ce que vous filmez. Mais l'avantage du LG G4, c'est que la caméra frontale est de très bonne qualité en façade, et donc voilà, je m'enregistre avec ça et ensuite je fais le montage avec Adobe Premiere.
Il y a sûrement des logiciels qui sont moins chers, mais comme j'ai souscrit l'abonnement Adobe, parce que j'ai eu une promotion pour le faire à 35 € par mois et après ça va passer à 70 € par mois, voilà, c'est un outil que j'utilise beaucoup et que j'ai toujours utilisé. Ça inclut Photoshop, ça inclut InDesign, ça inclut Dreamweaver, ça inclut Premiere, ça inclut After Effects, bref, un grand nombre de logiciels que j'avais l'habitude d'utiliser, que je continue d'utiliser, donc c'est aussi quelque chose que j'utilise. Donc je me suis dit, quitte à apprendre un logiciel de montage, autant apprendre Premiere, ça me servira peut-être pour d'autres occasions, et voilà, j'ai bien fait, ça me permet de trouver des tutoriaux sur internet qui sont pour ce logiciel, et d'apprendre à me perfectionner si j'en ai besoin. Voilà, et sinon, ce que vous pouvez aussi utiliser si vous avez la chance d'avoir une carte Nvidia, c'est ce que j'ai depuis peu parce que j'ai changé ma carte graphique, eh bien vous avez la possibilité, d'avoir, je ne vais pas cliquer dessus là parce que je voudrais pas qu'il me relance le programme, mais quand vous achetez une carte Nvidia, alors je ne sais pas si c'est sur toutes les cartes Nvidia, moi j'ai acheté une carte qui est relativement haut de gamme, puisque voilà, c'est pour jouer, c'est une Nvidia 1060 en 6 Go, et il y avait un logiciel qui s'appelle le GeForce Experience qui permet d'enregistrer. Alors j'ai pas essayé d'enregistrer mon bureau, voir si ça fonctionne, donc je peux pas vous dire précisément, mais grâce à ça vous pouvez enregistrer les jeux sur lesquels vous êtes en train de jouer, si vous voulez par exemple faire du streaming. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est à peu près tout ce que j'utilise, bien que je n'utilise pas Active Presenter, mais voilà, vous avez une panoplie des choses que j'utilise pour pouvoir transformer tout ça. Une fois que j'ai fait mes montages, je fais mes rendus au format MP4, et après, une fois que ça c'est fait, eh bien, je les envoie directement sur YouTube, qui permet d'accepter ce format-là. Aujourd'hui, la plupart des logiciels permettent de faire un export pour YouTube, puisque YouTube est devenu la plateforme de référence par rapport à ça. Voilà, vous savez désormais quel type de logiciel j'utilise. Allez, on va revenir là pour voir s'il y a des questions. Bonjour Alex, bonjour et compagnie. Je prends le bateau en marche. Eh bien, voilà, pas de souci, Alex, le bateau en marche, ça fonctionne puisque il n'y a pas encore eu de questions posées, en tout cas par les membres plus, et que voilà, vous aurez éventuellement accès à la retransmission. Philibert, bonjour Cédric et à tous. Il y a aussi la suite gratuite Google Doc en ligne pour ceux qui ne sont pas allergiques aux produits Google. Absolument Philibert, c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler. Pour les gens qui veulent du traitement de texte, vous avez directement au sein de Google, alors je ne sais plus à quel endroit on peut y accéder facilement, ça s'appelle Google Drive, et depuis Google Drive vous aurez accès à un certain nombre de choses. Voilà, c'est la Google Drive, donc lorsque vous êtes connecté avec votre compte Gmail, vous cliquez sur Drive et vous allez arriver donc sur un certain nombre de choses. Je vais partager mon écran. Quand vous êtes connecté en haut à droite et que vous cliquez ici, que vous choisissez Drive, vous arrivez sur un ensemble de choses qui va vous permettre en haut à droite de soit créer un nouveau document, soit créer un nouveau tableur. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que c'est un outil qui est collaboratif, c'est-à-dire que les documents que vous allez créer, vous allez pouvoir les partager avec vos proches. Donc ça peut être très pratique si par exemple, vous avez la validation 2 étapes, ça c'est très important de l'avoir pour faire ce que je vais vous dire après. Parce que sinon, si vous n'avez pas la validation 2 étapes et qu'on pirate votre compte, on risque d'avoir accès à vos documents de Drive. Donc soyez très vigilant à ce que vous allez mettre dessus. Mais une fois que vous avez fait ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez éventuellement mettre vos mots de passe, mettre ce genre de choses et partager ce fichier avec un de vos proches qui a aussi un Drive sécurisé avec la validation 2 étapes. Et ça permet, voilà, si vous arrive quelque chose ou si... voilà, on ne sait jamais que cette personne puisse avoir accès à des documents que vous pourriez lui avoir partagés. Donc l'avantage de Google Drive aussi, c'est que quand vous faites le partage, vous pouvez donner des autorisations, que ce soit de modification, de consultation. Voilà, ça permet à la personne de ne pas forcément avoir tous les droits, de ne pas pouvoir modifier si elle ne le souhaite pas. Tout à fait Philibert, bon retour. Louis-Paul, sur les conseils d'Alexandra, j'utilise Active Presenter et j'en suis satisfait. Eh bien c'est parfait Louis-Paul, merci pour le retour. C'est vrai que voilà, Alexandra a introduit ce logiciel. Moi j'avais l'habitude d'utiliser Camtasia, je l'avais vu déjà en utilisation par différentes personnes qui présentaient les choses. Et pour moi c'était un outil qui était incontournable, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Maintenant c'est vrai qu'Active Presenter, si vous n'avez pas de budget, ça peut être une bonne solution aussi.
Très intéressant en tout cas toutes ces informations que l'on a sur le forum. Sacha, bonjour, toujours fidèle aux demandes à Cédric, et bien bienvenue Sacha, et merci pour votre fidélité. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais reprendre une autre question. N'hésitez pas, hein, les membres plus, je suis là pour vous, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, une autre question que j'ai reçue donc sur YouTube, donc n'hésitez pas si vous regardez cette vidéo, si vous regardez la retransmission de cette vidéo, dans les commentaires vous posez votre question et avec un peu de chance peut-être je la prendrai au hasard. Enfin pas au hasard mais en fonction des questions qui sont posées. Alors j'ai récemment acheté un ordinateur sans OS, donc sans OS c'est-à-dire sans système d'exploitation, c'est-à-dire un ordinateur sans Windows. Enfin, pas forcément sans Windows, puisqu'il y a d'autres systèmes d'exploitation. Un système d'exploitation, ça peut être Linux, ça peut être Windows, ça peut être macOS. Il doit y en avoir d'autres, ça peut être Chrome OS, ça peut être, ça peut être Android, ça peut être iOS. Voilà, ça c'est des systèmes d'exploitation. OS étant l'abréviation de Operating System, système d'exploitation. Alors, j'ai récemment acheté un ordinateur sans OS et j'aimerais savoir si, en appliquant votre technique sur le PC avec la queue USB, je pourrais utiliser Windows sachant que j'ai un code d'activation Windows. Alors, si vous achetez un ordinateur sans système d'exploitation, ça veut dire que soit vous allez lui mettre un Linux, puisque Linux est gratuit, donc vous pouvez très bien avoir envie d'acheter un ordinateur sans avoir Windows si vous n'allez pas mettre de Windows, puisque quand vous achetez un ordinateur et qu'il y a un Windows dessus, vous payez une petite part pour le système d'exploitation. Donc en théorie, quand vous achetez un ordinateur et qu'il n'y a pas de système d'exploitation, vous devez en théorie le payer un petit peu moins cher. Bien que de moins en moins de fabricants proposent des ordinateurs sans système d'exploitation. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez cet ordinateur, vous avez la possibilité d'y installer le système d'exploitation de votre choix. Si vous avez déjà un Windows, je prends l'exemple de Windows puisque c'est ce que je connais le mieux, et puis que macOS ce sera plutôt sur les périphériques Mac. Donc là ce sera soit vous installez un Windows, soit vous installez un Linux. Si vous installez un Linux, le problème ne se pose pas puisque la plupart des distributions Linux sont gratuites. Si vous installez un Windows, vous devez avoir un Windows en boîte pour être totalement officiel, soyons clairs. C'est-à-dire que si vous achetez un ordinateur sans OS, il faut que vous puissiez mettre un système d'exploitation en boîte. Si vous achetez une version EOM de Windows, c'est-à-dire une version qui est censée être livrée avec un ordinateur, avec un disque dur, avec ce genre de périphérique sur lequel vous allez pouvoir l'installer, les versions EOM coûtent moins cher que les versions boîte, donc en théorie vous n'avez pas le droit. Je dis en théorie parce qu'à partir du moment où vous avez votre clé, vous êtes censé pouvoir l'installer. Voilà, à partir du moment où elle n'a pas été blacklistée par Microsoft si elle a été installée sur trop d'ordinateurs. Quoi qu'il en soit, pour répondre à la question précisément, la vidéo outil où j'explique comment créer une clé bootable de Windows 10, ça va vous permettre d'installer Windows 10 et au moment où il va vous poser la question par rapport à la clé, c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre votre clé Windows 10. Attention, je crois que si c'est une clé EOM, ça risque de ne pas fonctionner. Donc toujours pareil, il faut avoir une version boîte de Windows 10. Voilà la réponse à la question. Et pour extrapoler un tout petit peu par rapport à ça, si vous faites les manipulations que j'indique donc dans la vidéo qui concerne la création de cette clé USB bootable, lorsque vous allez installer votre système d'exploitation, sachez que si vous n'avez pas de clé, ça ne sera pas du tout officiel et votre système d'ailleurs ne vous permettra pas de l'installer. Il me semble qu'avec Windows 7 vous pouviez le faire pendant 30 jours et puis après vous étiez limité à certaines choses. Peut-être que Windows 10 fait pareil, enfin je ne l'ai pas encore installé sans version clé, donc je ne pourrais pas trop vous dire, mais voilà, donc si vous n'avez pas de clé officielle Windows 10, ça ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, vous serez peut-être limité sur un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Bonjour Solange. Alors, bonjour Cédric. Yahoo m'a averti par message que mon compte a été piraté. Ils m'ont demandé de changer mon mot de passe étant connecté à d'autres comptes. Dois changer mes autres mots de passe. J'ai la validation en 2 étapes Gmail. Alors, Solange, je ne suis pas 100% sûr d'avoir tout compris. Je vais donc relire.
Donc vous avez été piraté avec votre compte Yahoo. Alors première chose, je vais relire la question et je vais répondre en version fractionnée pour Solange. La première chose, bonjour Cédric, Yahoo m'a averti par message que mon compte a été piraté. Alors première chose, si toutefois vous avez ce type de message que vous recevez par mail, ça peut être absolument de l'hameçonnage. Donc il ne faut absolument pas cliquer sur les liens qui sont contenus dans ce message. Je ne dis pas, Solange, que c'est de l'hameçonnage que vous avez reçu, mais malgré tout, ça peut y ressembler très fortement. Surtout si dans ce mail, il y a un lien qui vous redirige vers Yahoo pour changer votre mot de passe. Et il y a de fortes chances que le site sur lequel vous arrivez ne soit pas Yahoo. Quoi qu'il en soit, si vous recevez ce type de message, ne passez pas par le lien qui est là, connectez-vous sur votre adresse Yahoo directement, sans cliquer sur le lien qui est présent dans le mail. Vous vous connectez sur Yahoo, une fois que vous êtes connecté sur Yahoo, vous vous authentifiez et à partir de là, éventuellement, vous changez votre mot de passe. Et pas en cliquant sur le lien, parce que vous avez peut-être l'impression que c'est légitime, et peut-être que ça l'est, mais dans 9 cas sur 10, ça ne le sera pas. Donc voilà, prenez, si toutefois voilà, vous recevez un message, que ce soit par exemple de l'EDF, que ce soit par exemple d'Orange, que ce soit par exemple de n'importe qui vous dit « Ah bah vous avez trop perçu », que ce soit les impôts, vous avez trop payé, cliquez ici pour… voilà. Ne cliquez pas sur les mails, appelez le service directement. Si par exemple c'est Orange qui vous dit voilà, vous avez trop payé, vous les appelez, vous leur dites est-ce que j'ai trop payé, vous aurez un opérateur Orange et vous serez sûr que vous êtes chez Orange. Lorsque vous recevez un mail, ce n'est pas sûr que ce soit Orange qui vous l'ait envoyé. Donc soyez toujours très vigilants par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a une petite recrudescence là en ce moment de piratage d'email. Il y a un autre membre plus donc là qui s'est fait pirater son compte. Donc voilà, soyez très vigilants par rapport à ça. Écoutez bien mes conseils par rapport à toutes ces choses-là. Donc ça c'est la première partie de votre question Solange. Surtout, ne cliquez pas sur le lien, vous vous connectez sur Yahoo, vous changez votre mot de passe. Ensuite, ils m'ont demandé de changer mon mot de passe Voilà, mon mot de passe. Bon, étant connecté à d'autres comptes, dois-je changer mes autres mots de passe? Voilà. Alors, est-ce que vous devez changer vos autres mots de passe? La question, c'est est-ce que vous avez le même mot de passe sur chacun des services? Si la réponse est oui, oui, il faut changer vos mots de passe. Parce que si dans l'hypothèse… Pardon. Si dans l'hypothèse où Yahoo vous a envoyé un message et qu'ils vous disent que votre compte a été piraté, donc en partant du principe que c'est un message légitime, mais vous n'avez pas cliqué dessus, vous êtes allé changer votre mot de passe sur Yahoo, eh bien, il n'est pas impossible, si vous utilisez le même mot de passe pour différents services, eh bien que les gens qui ont récupéré le mot de passe puissent l'utiliser, puissent tester sur d'autres services. Donc, si vous utilisez le même mot de passe, oui, en effet, il faut impérativement changer les mots de passe à l'endroit où vous les utilisez. C'est pour ça que, à la fois dans la vidéo sur les mots de passe ou même quand je vous donne les informations ici, je vous encourage à avoir des groupes de mots de passe, c'est-à-dire bon, l'idéal étant d'avoir un mot de passe différent pour chaque service, comme ça évite justement ce type de désagrément. Si un service se fait pirater, vous risquez pas de vous faire pirater d'autres choses, mais surtout sectorisez vos mots de passe, c'est-à-dire n'utilisez jamais le même mot de passe sur votre mail que sur votre banque, que sur votre compte Amazon, que sur votre compte PayPal. Voilà, au moins sectorisez toutes ces choses-là, vous le comprenez au fur et à mesure par rapport aux situations que l'on rencontre. Donc voilà, ça c'est très important. Donc l'avantage de la validation 2 étapes, c'est que même si la personne malveillante a récupéré votre mot de passe, eh bien elle ne pourra pas se connecter puisque vous avez la validation 2 étapes. C'est-à-dire que vous allez recevoir un SMS qui vous dit voilà votre code est temps, et si c'est pas vous qui avez essayé de vous connecter, ça veut dire que quelqu'un d'autre essaye de se connecter. C'est aussi une bonne chose pour le savoir. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait ces manipulations-là, eh bien, vous pouvez changer vos mots de passe si vous le souhaitez. C'est de toute façon toujours plus prudent si la menace c'est avérée. C'est-à-dire que si c'est vraiment un message officiel de Yahoo, c'est vrai qu'on a entendu qu'il y avait dans les infos qu'il y avait eu beaucoup de comptes Yahoo qui s'étaient fait pirater, et la plupart des pirates vont jouer là-dessus pour vous envoyer un mail. C'est-à-dire que ils se sont dit bah voilà, tout le monde a entendu que Yahoo s'était fait pirater, donc on va envoyer quelques emails comme ça à droite à gauche, enfin quelques millions d'emails à droite à gauche. Et puis il y a bien des gens qui vont se dire ah bah oui, j'ai entendu que Yahoo s'était fait pirater, tiens je clique sur le lien, bim je mets mon mot de passe, etc. Et c'est voilà, c'est comme ça que démarrent les campagnes de phishing, donc d'hameçonnage, pour que vous donniez vos données personnelles. Donc surtout ne cliquez pas sur les liens dès que vous avez le moindre doute, comme je vous ai un peu montré hier.
Voilà, c'est très important. Et là, maintenant que voilà, cette mésaventure vous est arrivée, l'idéal étant de changer vos mots de passe, au moins sur les choses sensibles, PayPal, etc., si vous aviez le même mot de passe. Voilà Solange, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous demander une petite précision. Alors, Sou, bonjour, j'arrive en courant. Bonjour à tous. Eh bien, prenez le temps de vous asseoir, Sou. Là, nous allons continuer jusqu'à 16 h. Bernadette, Cédric, j'ai suivi vos conseils pour la sélection continue des photos, mais cela ne fonctionne pas chez moi. Par contre, en discontinu, pas de problème. Alors, je vais vous montrer un petit peu, on va revenir un petit peu sur la sélection, parce que c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir trouver des documents, je vais prendre directement dans mes photos de fond d'écran, pour vous montrer un petit peu les sélections continues et les sélections discontinues. On va prendre ça directement de OneDrive sur les fonds d'écran. Voilà. Donc là, je vais pas oublier de partager mon écran, sinon c'est foutu. Voilà. Alors, ici, on a un ensemble d'images qui se trouvent dans mon drive, peu importe l'endroit où elles se trouvent. Et peu importe la façon dont c'est présenté. Ici, comme on le voit, c'est des grandes images, mais si je le souhaite, je vais dans Affichage en haut, et puis je peux choisir Détail, ça va quand même fonctionner. Quoi qu'il en soit, pour la démonstration, je vais me mettre en très grande icône, comme ça vous allez, j'espère, mieux comprendre. Alors, il y a 3 types de sélection. Enfin, il y en a peut-être plusieurs, mais je vais couvrir un petit peu celle que je voulais vous montrer. La première, c'est la sélection classique, c'est-à-dire vous survolez la chose que vous souhaitez sélectionner et pour la sélectionner intégralement, vous cliquez dessus. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, si vous avez suffisamment de contraste, mais lorsque je passe sur une image, il y a un fond bleu clair qui apparaît. Donc là, je ne suis pas sur l'image, là, je suis sur l'image. Et lorsque je vais la sélectionner, elle va devenir bleu foncé. Voilà. Alors peut-être que chez vous, c'est un petit peu différent au niveau de la couleur parce que vous avez peut-être modifié votre thème. Moi, c'est ces couleurs qui apparaissent ici. Donc là, j'ai sélectionné une photo. Comment je fais pour sélectionner 2 photos? Donc j'ai une première solution qui va consister à cliquer sur le bouton gauche de ma souris, de rester appuyé. Donc là, je suis sur le bouton gauche de ma souris, je suis resté appuyé, pardonnez-moi, et comme vous voyez ici, il y a un cadre de sélection qui va se faire. Donc à partir de là, je peux prendre une photo, prendre une deuxième photo, prendre une troisième photo, mais là je suis un petit peu contraint par un rectangle, c'est-à-dire que si je voulais prendre cette photo-là et cette photo-là, eh bien quand je vais faire un rectangle de sélection, eh bien ça va me prendre 5 photos. Donc il y a une sélection qui s'appelle la sélection continue qui va consister à sélectionner le point A, c'est-à-dire la première photo que vous souhaitez. Donc là, je sélectionne celle qui est tout en haut. Et admettons que je souhaite sélectionner jusqu'à cette photo. Donc il va sélectionner la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, jusqu'à la 8e. Et donc j'appuie sur le bouton majuscule de mon clavier. Je vais faire apparaître le clavier visuel. Comme ça, j'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que je vous raconte. Ce sera plus simple en tout cas. Alors, je vais réorganiser un peu mon écran. Voilà. Donc, on y est presque. Voilà. Donc, j'ai fait ma première sélection puisque je sais que mon point A c'est ici et que mon point B est ici en fait, puisque je veux sélectionner toutes les photos qui se trouvent ici. Donc, je clique ici une première fois et avant de cliquer sur ma dernière photo, j'appuie sur la touche majuscule, donc vous la voyez apparaître sur le clavier visuel, vous voyez, la touche majuscule c'est celle qui est entre la touche, bon chez moi elle est entre la touche CTRL qui est ici parce que je n'ai pas de touche FN et la touche verrouillage majuscule, et là lorsque j'appuie ici sur majuscule et que je clique sur la dernière photo que je souhaite, eh bien il va me sélectionner toutes les photos de la première que j'ai sélectionnée en point A au point B, donc je clique. Et là, eh bien, on s'aperçoit que j'ai 8 éléments qui ont été sélectionnés. Alors, comment je sais qu'il y a 8 éléments? Eh bien, tout simplement parce que c'est marqué en bas. Voilà. Si j'avais sélectionné 3 éléments, il m'aurait marqué 3 éléments. Si j'avais sélectionné 10 éléments, il m'aurait sélectionné 10 éléments. Vous avez compris le principe. Donc, vous cliquez une première fois sur la première image et avant de cliquer sur la dernière, vous appuyez sur le bouton majuscule. Et là, ça vous fait ce que l'on appelle une sélection continue. Donc, vous pouvez faire une sélection continue, vous n'êtes pas obligé, je vais réduire un petit peu le clavier visuel
si je peux, oui, c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé de faire une sélection continue à partir de la première image. Vous pouvez très bien partir de la dernière image et revenir vers la première, peu importe le point A, peu importe le point B. Vous voyez, je suis ici, j'ai cliqué en premier lieu sur cette image et je clique sur la première. Il fait exactement le résultat comme si j'avais fait AB, sauf que là, j'ai fait AB, mais dans l'autre sens. Ça marche aussi. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une sélection continue. En revanche, si par exemple, on a toutes ces photos qui sont ici, ces 13 photos, si je souhaite toutes les sélectionner, sauf celle qui est ici, le plus simple, eh bien, c'est que je les sélectionne toutes et que je soustrais cette photo ici. Donc, pour ce faire, je vais toutes les sélectionner. Donc, soit, si vraiment je souhaite toutes les sélectionner, je peux faire la combinaison de touches CTRL plus A, qui va avoir pour objectif de sélectionner toutes les photos, tout sélectionner. Et ensuite, je vais pouvoir supprimer, enfin pas supprimer, mais soustraire de la sélection que je viens de réaliser avec la touche CTRL. Donc la touche CTRL, c'est la touche qui est normalement en bas à gauche de votre clavier. Donc j'appuie sur la touche CTRL et je clique une fois sur la photo que je souhaite soustraire. Je clique et voilà. Donc si je regarde, ma sélection ici est composée de 12 photos, c'est-à-dire toutes les photos que j'avais sélectionnées, moins cette photo qui se trouve au milieu. Donc c'est très pratique si par exemple vous avez 300 photos et que vous voulez tout copier sauf 10 qui se trouvent au milieu, ça ira plus vite de faire sélectionner toutes les photos et de soustraire 10 photos. Donc, cette technique-là, vous pouvez également l'employer, la technique avec CTRL, pour faire une sélection, ce que j'appelle discontinue, c'est-à-dire vous souhaitez sélectionner une image sur deux, par exemple. Donc, plutôt que de... vous pouvez soit tout sélectionner et enlever une image sur deux, ou alors vous pouvez appuyer sur la touche CTRL en restant appuyé, et là, toutes les photos que vous avez sélectionnées vont s'ajouter à votre sélection. Donc là, vous voyez, j'ai pris une image sur deux, voilà. Et donc, je me retrouve avec 7 éléments sélectionnés puisque je n'ai pris qu'une image sur deux. On le voit, j'espère que vous le voyez suffisamment bien. Pardon, avec les photos qui sont sélectionnées et celles qui ne sont pas sélectionnées. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la sélection discontinue. Et donc, vous pouvez mixer ces deux techniques, c'est-à-dire faire une sélection continue. Je prends la première, je me dirige vers la dernière et avant de cliquer dessus, j'appuie sur la touche majuscule, je clique. Et là, eh bien, je peux supprimer, si je veux, 3 photos qui se trouvent ici en appuyant sur la touche CTRL et en les sélectionnant. Donc en cliquant dessus, ça les a désélectionnés. Donc vous voyez, je n'ai plus que 10 éléments. Et si j'en souhaite en rajouter une des 3 qui avait été désélectionnée, je reste appuyé sur la touche CTRL et je reclique ici. Et là, il a ajouté. Donc ça vous permet comme ceci d'avoir des sélections que vous allez pouvoir... pour copier vos photos, si par exemple vous avez une carte mémoire, partons du principe que vous avez pris beaucoup de photos, vous êtes parti en vacances et vous souhaitez faire le tri, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre carte mémoire qui est sur votre appareil photo et là vous allez avoir, j'en sais rien moi, 300 photos. Il y a 100 photos qui vous étiez en Crète, il y a 100 photos où vous étiez en Corse et il y a 100 photos où vous étiez aux États-Unis, eh bien, vous allez pouvoir, grâce à la sélection continue, sélectionner votre première photo de Crète, votre dernière photo de Crète, et là, il va sélectionner les 100 premières photos que vous allez pouvoir transférer vers votre dossier que vous aurez appelé Crète. Voilà. Et donc, les 100 suivantes, etc., avec les 100 suivantes, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très pratique, cette sélection continue, cette sélection discontinue. Et ça vous permet eh bien, voilà, de manipuler les fichiers, de manipuler les photos, parce que ce qui est valable pour les images, c'est également valable pour les dossiers. Si je retourne dans mon dossier document, qui est ici, je vais faire en sorte qu'il soit en grande image. Voilà. Et là, eh bien, je peux faire la même chose avec les dossiers. Donc, j'appuie sur la touche CTRL et je vais sélectionner 1 sur 2, par exemple, si je ne souhaite pas avoir ces 3 dossiers. Donc, vous comprenez le principe, ça s'applique à la fois pour les dossiers, à la fois pour les fichiers, et ça s'applique également dans certaines applications. Dans Photoshop, si par exemple vous avez plusieurs calques et que vous souhaitez sélectionner plusieurs calques, vous pouvez appuyer sur la touche majuscule, ou vous pouvez appuyer sur la touche CTRL pour sélectionner des calques qui ne seraient pas à la suite. Voilà, donc en théorie, avec ces explications-là, vous devez maîtriser les sélections continues, discontinues, ce qui vous permet, voilà, pour manipuler les fichiers, pour manipuler les dossiers, c'est beaucoup plus simple de maîtriser ces techniques. Une fois que vous maîtrisez la sélection et le copier-coller, dès lors où vous savez vous y retrouver dans votre ordinateur, vous pourrez le ranger exactement comme vous le souhaitez. Voilà, Bernadette. J'espère que
mon explication est suffisamment complète. Sinon, n'hésitez pas à me demander des précisions. Mickey. Bonjour Cédric. Bonjour Mickey. Propose comme Firefox... Chrome, pardon. Oula, j'ai sauté une étape là. Qu'est-ce qui se passe? C'est mes yeux. Alors, bonjour Cédric. Désolé de vous reparler d'OpenOffice. Mais sur tuto.com, les cours sur OpenOffice sont payants. Je vais chercher sur Google. Merci. Alors oui, tout à fait. Alors, par rapport au gratuit et le payant, effectivement, vous avez des formations qui sont payantes. Sur tuto.com, il y a des tutos gratuits, il y a des tutos payants. Je crois qu'il y a déjà 1500 tutoriaux gratuits, donc c'est vraiment un bon endroit pour aller chercher de l'information. Surtout que c'est assez ciblé sur l'informatique et les logiciels. C'est des choses que moi je propose pas forcément, c'est aussi pour ça que je vous en ai parlé. Ce n'est pas du tout de la concurrence par rapport à ce que je fais. Il y a des cours sur OpenOffice, il y a des cours sur Photoshop. Oui, j'aimerais le faire, mais non, je n'ai pas le temps. Donc c'est aussi bien, que vous puissiez trouver de l'information dans un endroit centralisé. Donc en effet, il y a des cours gratuits sur YouTube. D'ailleurs, vous allez pouvoir directement chercher au sein de YouTube des cours gratuits. Mais ce qu'il faut savoir entre le gratuit et le payant, c'est que le temps que vous allez passer à chercher des cours gratuits, eh bien, vous allez le perdre alors que tout est rassemblé dans une formation payante sur tuto.com. Voilà. Donc, si vous avez du temps et pas d'argent, vous passez du temps à chercher des tutoriaux gratuits. C'est ce que moi j'ai fait quand j'ai voulu développer mon business. J'avais pas trop d'argent et j'ai plutôt passé du temps à chercher des formations. Alors que si je m'étais acheté une formation et que je m'étais concentré sur ce qui était dit dessus, eh bien, à partir du moment où j'avais choisi la bonne formation, j'aurais avancé plus vite. C'est un petit peu le regret que j'ai, même si je n'ai pas vraiment de regret parce que je suis content d'être là où j'en suis aujourd'hui et de continuer d'avancer. Ça m'a permis de faire plein de choses. Mais voilà, donc les tutos sur OpenOffice, vous pouvez très bien taper OpenOffice directement dans YouTube. Il faudrait que je l'écrive correctement. Vous pouvez même également, voilà, OpenOffice tutoriel. Et à partir de là, eh bien, vous allez trouver des tutoriaux OpenOffice. Donc, comment vous pouvez faire? Pardon, je suis désolé. Ici, donc, vous voyez un premier tutoriel bureautique, réaliser une lettre avec OpenOffice. Donc, vous cliquez ici. Vous arrivez donc sur la formation. Et si cette formation vous plaît, il y a des grandes chances que la personne en ait fait d'autres. Donc, vous cliquez sur le nom de la personne, ici. Et à partir du moment où vous êtes là, vous regardez s'il y a d'autres formations sur OpenOffice. Voilà. Et comme ça, ça vous permet de trouver plus facilement, on va dire, des packs entre guillemets de formations de personnes qui auraient pu réaliser des tutoriaux sur OpenOffice. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous avez différentes choses sur le côté, différentes vidéos suggérées sur lesquelles vous pourrez éventuellement cliquer. Utiliser LibreOffice, donc vous pouvez cliquer là pour voir si c'est bien. Ensuite, vous cliquez ici pour avoir tout ce qu'il y a sur la chaîne de cette personne. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de formations qui sont disponibles. Vous pouvez cliquer sur Afficher plus. Et là, vous avez encore d'autres formations. Bref, vous avez compris le principe. Le gratuit, c'est bien, mais il faut passer plus de temps à chercher et vous n'aurez pas forcément tout de suite l'information. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est vous rendre sur Google, taper formation. Toujours pareil, hein, il faut savoir chercher, mais je vous l'apprends dans le deuxième pilier. Donc, formation OpenOffice. Et puis là, vous regardez un petit peu ce qui peut être proposé. Formation OpenOffice, ça doit être quelque chose de payant, je suppose, puisque ça a l'air d'être bien référencé. Voilà. En tout cas, vous pouvez chercher directement sur Google, directement sur YouTube et trouver ce qui vous convient. Vous pouvez également faire, dans le cadre d'une recherche, vous pouvez également rechercher quelque chose de particulier. Si par exemple dans OpenOffice, vous voulez savoir comment créer un nouveau document, vous pouvez directement taper « Créer un nouveau document dans OpenOffice ». Voilà. Et puis, il y a de fortes chances que vous ayez des réponses qui arrivent dans les premiers résultats. Je ne sais pas si celui-ci sera pertinent.
Voilà, création d'un modèle, OpenOffice Wiki, et là, vous allez avoir des formations sur OpenOffice. Voilà, tout est gratuit sur Internet, vous pouvez tout trouver. Les formations payantes, c'est pour les gens qui ne veulent pas perdre de temps à rechercher l'information ou qui ne savent pas forcément rechercher l'information pertinente. Voilà. Après, si vous voulez avoir des choses plus avancées, il y a de fortes chances qu'il faille passer par du payant. Voilà Mickey, en théorie, avec cette réponse-là, vous avez vos informations. Sébastien, Google Chrome propose comme Firefox d'enregistrer les mots de passe. Est-ce sécurisé ou pas? Bah écoutez Sébastien, je dirais que oui. Dès lors où vous ne faites pas pirater votre ordinateur et que vous avez la validation 2 étapes sur Google Chrome, eh bien le fait d'enregistrer vos mots de passe, voilà, vos mots de passe seront sécurisés par là. À partir de ce moment-là, est-ce que quelqu'un peut y avoir accès? Comme je vous dis, rien n'est inviolable, donc voilà, effectivement. Si vous ne voulez jamais avoir de soucis avec votre carte bancaire, si vous ne voulez jamais avoir de soucis avec vos mots de passe, eh bien, soit vous notez vos mots de passe sur un petit carnet, vous les donnez jamais à personne, soit vous ne créez jamais de compte sur Internet. Si vous ne voulez pas avoir de soucis avec votre carte bancaire, bah, vous n'avez pas de carte bancaire. Voilà, c'est le principe. Après, il y a des choses qui sont plus ou moins dangereuses. Il faut faire un petit peu attention où on met sa carte bancaire sur Internet. J'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps qui s'appelait paiement en ligne, comment ne pas se faire pirater. Donc où là je donne un certain nombre d'informations justement pour éviter ce genre de choses. Et voilà. Donc moi, mes mots de passe, je les enregistre avec Dashlane. Avant, je les enregistrais avec Google, donc je pense avec Chrome, pardon. Donc, je pense qu'il y a certains mots de passe qui sont restés. Maintenant, j'utilise Dashlane parce que j'estime que c'est plus sécurisé. Comme je vous l'avais dit à l'époque pour Dashlane, c'est un collègue à moi qui travaille dans la sécurité informatique qui me l'avait conseillé. Et donc, du coup, voilà, j'ai regardé avec intérêt. J'ai regardé leur site avec grand intérêt. J'ai lu un petit peu tout ce dont ils parlaient et ça a l'air vraiment quelque chose de très fiable. Leur application a l'air bien aussi, c'est leur métier, tout a l'air pensé pour qu'il n'arrive rien. Donc c'est pour ça que j'utilise Dashlane. Après, je ne dis pas que les autres gestionnaires de mots de passe ne sont pas bien, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, j'ai choisi celui-là pour les raisons que je viens de vous évoquer. Et après, concernant Chrome, je pense que j'ai encore certains mots de passe qui doivent être stockés dedans. Je vous avouerai que moi, je ne suis pas tant paranoïaque que ça, donc je me dis qu'à partir du moment où j'ai la validation 2 étapes, je ne vois pas comment quelqu'un peut pirater mon compte Gmail. Encore une fois, rien n'est inviolable. J'imagine que si une équipe de personnes mal intentionnées voulait vraiment accéder à mes informations sur Gmail, je pense qu'ils pourraient y arriver. Là, on n'est pas en train de parler de petits pirates qui essayent de pénétrer je ne sais quoi. Là, on parle d'équipes voilà, hautement qualifiées qui seront peut-être capables d'émuler mon numéro de téléphone, j'en sais rien, de récupérer le SMS de sécurité. Bref, je pense que tout est possible aujourd'hui quand on voit les choses qui se passent à la télé. Voilà, il y a un grand nombre de choses qu'on ne sait pas, j'imagine, et voilà, de récupération des données. Donc voilà, soyons vigilants à peu près à notre échelle. Et puis voilà, donc par rapport aux mots de passe et par rapport à Google Chrome, moi j'ai des mots de passe qui sont dessus. Bon, je sais pas si je me suis déjà fait pirater, j'ai pas l'impression, peut-être que si, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai tendance à faire confiance à Google, aux produits Google, à YouTube, à Chrome, etc. Je dis pas que voilà, ils ont rien à se reprocher. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis satisfait des services qu'ils proposent de façon gratuite, entre guillemets. J'accepte les règles du jeu, en tout cas. Voilà, Sébastien. Morissette, bonjour. À quoi correspond la touche sur le clavier FN? Moi, je ne l'ai pas, merci. Alors, la touche FN, ça se trouve la plupart du temps sur les claviers d'ordinateur portable, Morissette. C'est une touche qui, FN étant le raccourci de fonction. Donc, je vais mettre clavier pour vous montrer un petit peu, ordinateur portable. Voilà, on va chercher une image. Et j'espère qu'on va en trouver une qui soit à peu près correcte. Ce ne sera pas celle-là, celle-là elle est un peu petite. Alors on va changer la taille de recherche. Voilà, celle-là devrait être plus convenable. Voilà. Est-ce que j'ai cliqué là? Oui, c'est bon.
Alors, est-ce que ça va se réduire? Oui, voilà. Alors, donc là, on est en présence d'un ordinateur portable de marque Alienware apparemment. Donc, vous avez ici une touche FN. Donc, comme je vous disais, Morissette, c'est surtout sur les claviers de portable. Pourquoi? Parce que les claviers de portable intègrent des fonctions qui sont propres au portable. Donc, la touche FN qui se trouve ici en bas à gauche, vous restez appuyé et ensuite vous allez pouvoir accéder aux fonctions qui sont en dessous des fonctions. Si vous appuyez sur F1, si vous appuyez sur F2, si vous appuyez sur F3, si vous appuyez sur F4, etc., ça va faire les commandes de Windows. Donc F1 c'est l'aide, F2 c'est renommer, F3 c'est rechercher, F5 c'est rafraîchir, etc. Et donc pour avoir des touches en plus, eh bien les fabricants ont rajouté une touche qui s'appelle FN. Et là par exemple sur ce clavier là, si je zoome, eh bien en appuyant sur la touche FN et en appuyant sur F1, vous allez faire suspend. Si vous appuyez sur la touche FN et que vous appuyez sur la touche F3, ça va faire mute. Si vous appuyez sur la touche FN et la touche F4, ça va augmenter le contraste. Et sur la touche F5, ça va le baisser. Sur la touche F6, ça va vous faire du multimoniteur, etc. etc. Donc c'est surtout sur les claviers d'ordinateur portable que cette touche est présente et elle permet donc d'accéder à des fonctions qui sont propres à l'ordinateur portable comme augmenter la luminosité ou baisser la luminosité. Si vous avez un écran classique, eh bien vous avez en théorie des boutons sur celui-ci qui vous permettent de faire ce type de réglage. Voilà Morissette. Albert, bonjour à tous, j'arrive. bienvenue parmi nous Albert. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez écrit ce message, mais il est 15h46, il ne reste plus beaucoup de temps. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Et moi, je vais, eh bien, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais répondre à une autre question qui est posée ici. Alors, quelqu'un nous dit « Mon compte Facebook a été supprimé. Je veux créer un nouveau compte Facebook, mais il me dit qu'il y a déjà un compte pour cette adresse. Je ne peux pas accéder à ce compte. Avez-vous une solution ?» Donc, en gros, la personne a supprimé son compte Facebook et elle voudrait créer un nouveau compte Facebook, mais elle dit qu'il y a déjà une personne qui a cette adresse. Donc, ça doit être sûrement la même. Alors, ce que vous devez savoir par rapport à Facebook, c'est que Facebook, vous pouvez créer autant d'adresses que vous voulez. Je ne sais pas si dans la politique, on vous dit que vous ne devez avoir qu'un compte, mais en tout cas, voilà, avec Facebook, si vous avez plusieurs adresses email, vous pouvez créer plusieurs comptes Facebook. C'est mon cas, j'ai une adresse personnelle, j'ai une adresse professionnelle, qui sont deux adresses distinctes, donc j'ai deux comptes Facebook distincts. J'en ai un peu plus parce que depuis le temps, j'en avais créé, voilà, etc. Quoi qu'il en soit, chaque compte Facebook est raccroché à une adresse email. Donc en gros, si vous avez supprimé votre compte Facebook et que vous voulez en créer un nouveau et qu'on vous dit que l'adresse existe déjà, ça veut dire que votre compte n'a pas été supprimé. En tout cas, pas avec cette adresse. Donc cette adresse, si c'est la vôtre, il faut absolument que vous vous assuriez que vous ne vous êtes pas trompé dans l'adresse. Dans ce cas-là, vous faites une recherche de mot de passe. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer comment on fait une recherche de mot de passe, mais c'est classique pour tous les Facebook. Voilà, donc ici je clique sur Facebook pour arriver sur la page d'accueil et là vous pouvez très bien, si vous avez oublié votre mot de passe, eh bien vous cliquez ici information de compte oublié, donc vous cliquez là, à partir de là il va vous demander votre adresse email, hop là, donc vous mettez l'adresse email que vous souhaitez, vous cliquez sur rechercher et puis à partir de ce moment-là, eh bien, il devrait vous trouver votre compte. Si c'est vous le détenteur de cette adresse email, vous allez demander recevoir mon mot de passe, réinitialiser mon mot de passe, changer mon mot de passe, je ne sais pas exactement le mot qui sera disponible, mais en tout cas, une fois que vous aurez renseigné votre adresse email, vous aurez la possibilité de recevoir votre mot de passe sur cette même adresse email. Et comme ça, eh bien, vous pourrez réinitialiser votre mot de passe pour soit le changer, soit le conserver, soit qu'il vous donne le nouveau. Je ne sais pas exactement comment ça se passe sur Facebook. Moi, sur mon site, si vous oubliez votre mot de passe, on vous demande de le réinitialiser, de rechanger votre mot de passe. Voilà, donc eh bien, une fois que vous avez effectué ces manipulations-là, vous pourrez récupérer votre mot de passe et ainsi vous reconnecter à votre compte Facebook. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que si vous souhaitez supprimer totalement votre compte Facebook, j'ai fait une vidéo, je ne sais plus, je crois que c'est dans les vidéos outils, pour supprimer totalement votre compte Facebook. Et quand vous allez supprimer totalement votre compte Facebook, il va se passer 15 jours avant qu'il soit vraiment supprimé. Ça veut dire, en gros, vous avez 15 jours pour changer d'avis. Si dans cette période de 15 jours, vous changez d'avis, vous vous dites non, bah finalement, je vais retourner sur Facebook au bout d'une semaine, vous mettez votre adresse email, vous remettez votre mot de passe, vous allez arriver sur votre compte et là, eh bien, votre compte sera à nouveau activé. Si vous souhaitez réellement le supprimer, il faut le supprimer et ne plus vous connecter pendant 15 jours et après, il sera définitivement supprimé.
Une autre petite précision, je pense, c'est que quand il est possible que Facebook des fois bloque certains comptes qu'ils estiment frauduleux, et dans ce cas-là, eh bien, vous ne pourrez pas le récupérer, puisque si Facebook a déterminé ça, eh bien, vous ne pourrez pas le réactiver. Donc, vous regardez les informations dans Informations et données oubliées quand vous êtes sur la page d'accueil de Facebook, et ça vous permettra soit de débloquer votre compte, soit d'avoir votre nouveau mot de passe, soit de créer un nouveau Facebook. Voilà. Alors, une autre question. Bonjour, j'ai un portable HP, voilà, avec une référence. J'aurais voulu savoir s'il y avait de la place dedans pour ajouter un SSD et surtout comment l'ouvrir. Alors là, c'est un peu délicat de répondre à cette question. Je vais quand même mettre la référence de l'ordinateur en question. Donc il s'agit d'un ordinateur HP, mais peu importe quel que soit l'ordinateur en fait. Je vais vous montrer la procédure, comment faire. Donc là, vous avez la référence de votre ordinateur. Donc là, je vais taper la référence de l'ordinateur de la personne qui m'a envoyé la question. C'est donc un HP 15AY017NF. Vous appuyez sur la touche Entrée. Déjà, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est regarder sur le site iFixit, dont j'avais parlé il n'y a pas très longtemps, qui permet eh bien, de savoir comment récupérer son matériel. Donc vous vous rendez sur le site iFixit, vous tapez la référence de votre ordinateur pour voir si éventuellement ils vont l'avoir. Donc là, il n'y a rien. Donc on va réduire le champ de recherche. Donc là, il n'y a rien. Donc à chaque fois, j'enlève des lettres pour voir s'il y a des références un petit peu similaires. Là, il n'y a rien. Bon, j'ai pas de chance. Alors si je mets HP au début et que j'enlève le tiret, bon, il n'y a pas l'air d'avoir de choses pertinentes sur iFixit. Mais c'est pas grave, je vais continuer de chercher. Donc ici, j'ai tapé dans Google. Je vais cliquer sur Images pour voir si déjà il trouve quelque chose. Oui, apparemment. Donc, à partir de là, est-ce que c'est bien ce modèle-là? Ça va être difficile à voir. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver des images qui vont nous permettre de voir si quelqu'un l'a déjà ouvert ou non. Donc, apparemment, l'ordinateur existe puisqu'il est ici. Donc, on va regarder sur le site de la Fnac si, par exemple, il donne plus d'informations sur cet ordinateur. Donc là, je suis sur le site de la Fnac. Je vais chercher les caractéristiques techniques. Et apparemment, il n'y en a pas. Bon, en tout cas, la référence existe, c'est déjà ça. Donc, on va essayer de voir si directement sur le site de HP, il n'y a pas... on ne pourrait pas trouver quelques informations pertinentes. Alors, donc là, alors, spécification technique. Alors, disque dur, description du disque dur. Donc là, il y a un disque dur qui est fourni avec. Voir toutes les caractéristiques techniques. Est-ce qu'il va nous parler des emplacements de disque dur? Alors, mémoire de stockage, mémoire standard, type de batterie, type d'autonomie. Alors, donc là, ils n'ont pas l'air de parler, de savoir s'il y a quelque chose. Donc, il faudrait qu'on puisse voir dessous, mais là, c'est pas le cas. Alors, on va pouvoir éventuellement rechercher sur YouTube pour voir si sur YouTube, il y a quelqu'un qui aurait fait soit une review de cet ordinateur, soit un démontage, puisque sur YouTube, il y a toujours plein de choses. Là, ça n'a pas l'air forcément d'être le cas. Donc ça, c'est en fonction de la popularité du modèle. S'il a beaucoup été vendu, il y a de fortes chances que vous trouviez quelque chose. S'il n'a pas été vendu, il y a moins de chances. Donc, ici, on n'a pas de chance non plus. On va taper la référence en mettant 2 disques durs. Alors, voyons voir si, en ayant tapé 2 disques durs, on a une information pertinente. Non.
Donc là, on n'a pas non plus d'informations, savoir s'il y a 2 emplacements. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est l'ouvrir. Alors, avant de l'ouvrir, il faut que vous ne soyez plus sous garantie, parce que dès lors où vous allez l'ouvrir, vous pouvez perdre la garantie. Donc, comment ça se passe pour ouvrir un ordinateur portable? Vous allez sur YouTube. Moi, je ferai peut-être une vidéo, un de ces 4 dessus, mais voilà, c'est propre à chaque ordinateur, donc c'est un petit peu, compliqué de le faire, mais démonter, ou alors on va faire accéder disque dur ordinateur portable. Voilà. Donc là, eh bien, vous pouvez regarder éventuellement une vidéo. Donc c'est pas une vidéo qui est propre à votre ordinateur, mais en tout cas, eh bien, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. On va attendre quelques secondes pour zapper la pub. C'est parti. Voilà, donc là, on va avancer un peu. Donc là, il vous explique un peu comment démonter. Donc en premier lieu, il faut démonter la batterie pour avoir aucun risque. Et après, donc il y a un certain nombre de vis. Je vais mettre la vidéo en pause. Voilà. Il y a un certain nombre de vis que vous allez être obligé d'enlever. Donc ça dépend comment est fait l'ordinateur. S'il est bien fait, vous n'avez pas trop de vis à enlever. Vous pouvez, là, si par exemple les disques durs se trouvent dans cette case-là, il y a une, deux, on va dire 3-4 vis à enlever. Là, il va certainement le montrer. Voilà, une vis, 2 vis, X vis. Et une fois que vous avez ouvert le bon emplacement, eh bien, vous allez pouvoir avoir accès à la cage ou aux cages de disques durs. Donc là, apparemment, sur ce portable, j'ai cru voir qu'il y avait 2 cages, mais peut-être je me trompe parce que ça a l'air d'être la mémoire vive à côté. Et comme il a ses mains devant, voilà. Donc là, ici, par exemple, dans cet ordinateur, apparemment, il n'y a qu'une cage pour le disque dur. Elle est ici, et là, c'est plutôt la mémoire vive et les autres composants de l'ordinateur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous ouvrez les différentes cases. Je vais passer en plein écran, voilà. Vous ouvrez les différentes cases jusqu'à ce que vous vous assuriez que vous n'avez qu'un seul emplacement. Là, c'est peut-être la carte Wi-Fi, en fait. C'est peut-être pas la mémoire. La mémoire, elle est peut-être là-dessous. Ou peut-être c'est là le deuxième emplacement. Tout dépend. En général, dans les ordinateurs portables d'entrée de gamme, vous n'avez pas 2 emplacements, surtout s'ils sont de petite taille. Vous, ça a l'air d'être un ordinateur 15 pouces d'entrée de gamme avec un Celeron, donc ça m'étonnerait qu'il y ait 2 caches disponibles pour que vous puissiez rajouter un autre ordinateur. Voilà, sinon vous pouvez essayer de démonter. Je vais essayer de regarder ordinateur portable. Dos. On va voir si dans les images on a quelque... Ah oui, il pense que c'est un sac à dos. Alors, ordinateur portable, trappe. Peut-être 2P. Voilà, donc là par exemple, vous voyez sur cette image-là, eh bien, voilà, c'est un peu différent. Il y a un certain nombre de vis que vous devez enlever. Des fois, les vis sont sous les patins. Donc, faites attention de ne pas forcer. Bon, c'est assez rare quand même, mais ça peut arriver dans certains cas. Donc, soyez vigilants. Faites attention de ne pas arracher la plaque parce qu'une vis n'aura pas été n'aura pas été enlevée. Donc faites bien attention à ça et ça vous permettra, voilà, de démonter votre ordinateur. Une autre chose, si vous devez le démonter, prenez le temps de bien mettre les vis sur un schéma parce que quand vous allez remonter, les vis ne font pas toutes la même taille. Donc faites attention, des fois elles font toutes la même taille et des fois non. Donc vous prenez un schéma, vous faites un schéma, vous vous dites voilà, il y avait telle vis à tel endroit et vous posez la vis à cet endroit, quitte à mettre un petit morceau de scotch dessus pour pas qu'elle bouge quand vous allez éternuer ou passer l'aspirateur et voilà. En théorie, vous saurez justement à ce moment-là si vous avez un ou plusieurs emplacements. Ici, par exemple, vous voyez, il n'y a qu'un seul emplacement de disque dur. Une fois qu'on a enlevé la trappe permet d'accéder au disque dur et à la mémoire vive qui est intégrée dans l'ordinateur. Surtout, si vous démontez votre ordinateur, n'oubliez pas d'enlever la batterie. Voilà. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions et après, eh bien, on va s'arrêter puisqu'il est 16 h. Bonjour Mickey, voici un lien pour vous former sur OpenOffice. Merci Alexandra. Toujours pour Mickey, voici un lien pour vous former sur OpenOffice. Et bien voilà, Calc et Writer. Comme quoi, quand on sait chercher, on a l'information relativement facilement. L'écran n'a pas été partagé, Sébastien. En effet, je me suis aperçu de ça. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver.
Non, mais c'est pas grave. Vous tapez dans Google directement donc ordinateur portable trappe. Et là, voilà, vous aurez, si vous cliquez sur image, vous aurez un certain nombre de choses. Et la trappe en question, je ne sais plus où elle est. On va prendre celui-là, peu importe. Voilà, sur cet ordinateur-là, il y avait plusieurs trappes à démonter et on accédait aux différentes choses. Sur cet ordinateur-là, apparemment, il y a 2 trappes. Est-ce que ça, c'est une trappe disque dur? Enfin, peu importe. Voilà, vous avez compris le principe et en fonction de l'ordinateur, les choses seront plus ou moins accessibles en fonction des trappes, en fonction des différentes conceptions. Il m'est arrivé d'avoir à enlever 4 vis pour nettoyer la poussière sur un ordinateur à côté du ventilateur. Et il m'est arrivé aussi d'être obligé de tout démonter, pas jusqu'à la dernière vis mais presque, de sortir complètement la carte mère du boîtier et d'avoir démonté tous les autres éléments. C'est vraiment en fonction c'est vraiment en fonction du constructeur, comment il a conçu son ordinateur, en fonction de la place qu'il avait, si c'est un 15, si c'est un 17, etc. etc. Voilà. Tania, bonjour. Cédric, bonjour à toutes et tous. Je viens d'arriver, amicalement Tania. Eh bien, bonjour Tania et au revoir, puisqu'il est 16h et qu'aujourd'hui c'était de 15h à 16h. Donc voilà, vous pourrez Tania assister à la retransmission. En tout cas, je remercie toutes les personnes présentes. Merci Alexandra d'avoir partagé les liens pour Mickey par rapport à la formation Calc et Writer. Et bien, on se retrouve demain. Donc demain, c'est le matin. Demain de 11h à midi. Donc demain, nous serons vendredi 13. C'est le moment de jouer au loto. Ou pas. Alors, voilà. On en a fini. Il est 16h. On est à l'heure. Impeccable. Donc je vous dis à demain 11h. Et puis en attendant, passez une bonne fin de journée. Merci à vous d'avoir été présents. À bientôt. Au revoir.